qui est entrée en vigueur depuis le 1er août 2012 et qui a parachevé un dispositif engagé depuis 1992. Nous nous en réjouissons tous, d'autant plus que c'était en harmonie avec la conclusion de l'accord d'équivalence de l'Union européenne avec les États-Unis en février 2012, au moment de Biofarm. Cela appelle maintenant un achèvement dans le secteur du vin. Donc nous nous réjouissons à ce double titre de la présence de M. Onofre. Et à l'échelle mondiale, il y a eu également de nombreux événements, en particulier en Chine, la mise en application du nouveau standard qui avait été révisé en 2011 et qui est entré en application en mars 2012. Donc ça, c'est l'illustration de la politique publique qui ne cesse de s'amplifier pour contribuer au développement de l'agriculture biologique avec des socles réglementaires solides. Solides pour protéger l'environnement, pour les normes élevées de bien-être animal, pour satisfaire les consommateurs. Et s'agissant tant de la production que de la consommation, il y a eu une évolution à la hausse au cours de toutes ces dernières années. Statistiques ne sont pas encore connues pour 2012, néanmoins, je vais vous donner, ou vous remettre en mémoire, pour ceux d'entre vous qui les regardent fréquemment, l'état de l'agriculture bio au niveau mondial en 2011. Donc, 37,5 millions d'hectares certifiés bio. À cela s'ajoutent les aires de cueillette qui ont beaucoup d'importance pour les plantes aromatiques. Dans l'Union européenne, par exemple, la Finlande a une importante aire de cueillette pour les baies. C'est important pour équilibrer et contribuer au développement de la diversité gastronomique. Les grands chefs finlandais, parfois danois d'ailleurs, utilisent très largement ces baies issues de la cueillette bio. C'est aussi le beurre de karité, par exemple, donc les noix de karité, et nombreux sont les exemples. Donc, l'apiculture aussi, avec notamment la Zambie. Donc, il y a une surface minimale, certifiée bio, enregistrée dans les statistiques, et au-delà des zones de cueillette sauvage et des zones qui sont dans la dynamique de développement de l'agriculture biologique. Des évolutions très différentes d'un continent à l'autre et une augmentation du marché. Alors, pour caractériser les évolutions, un petit regard sur les 10 dernières années, qui illustre très clairement la progression de l'agriculture bio dans le monde. En 1999, un peu plus de 10 millions d'hectares certifiés bio. Toujours bien garder à l'esprit qu'il s'agit du socle pour lequel la démarche est aboutie, avec ces contrôles externes qui apportent toutes les garanties pour l'ensemble de la société. En 2011, 37,5 millions d'hectares, donc 3,6 fois plus. Donc, en 10 ans, c'est tout à fait remarquable. Avec une évolution qui est surtout marquée par la montée en puissance, l'arrivée de l'Asie et l'Afrique, à tel point que la part de la principale zone de culture bio du point de vue des surfaces, qui n'est pas seul critère d'appréciation de l'agriculture biologique et de ses performances, a été largement rappelé par le ministre. Donc l'Océanie et essentiellement l'Australie est passée de la moitié des surfaces bio mondiales à un tiers. En revanche, vous pouvez le voir pour ce qui concerne donc l'Amérique latine et l'Asie ainsi que l'Afrique, une évolution très significative. L'Amérique latine, aujourd'hui, 18% des surfaces bio mondiales, l'Asie, 10%, et l'Afrique, 3%. Quand on va me dire, c'est pas encore beaucoup. Mais quand on regarde le nombre d'exploitations, là, on a bien l'expression de la dimension sociale très forte. En 2000, on n'avait pas de statistiques, en 2000, au moins 250 000 fermes bio, parce qu'elles ne sont pas comptées partout, y compris aux États-Unis, donc c'est vraiment un minimum. Aujourd'hui, plus de 1,8 million. Nous n'avons pas de statistiques pour la Chine, donc c'est vous dire à quel point c'est sous-estimé. Mais ça donne déjà une idée des évolutions très très fortes au cours de la période. Et donc, il apparaît clairement que dans les pays, les nouveaux pays en quelque sorte, l'Asie et l'Afrique, il y a un très grand nombre de fermes bio. Donc plus de la moitié bien évidemment, un tiers en Asie et en Afrique 30%. Et pour caractériser encore et donner quelques repères, plus du quart des fermes bio du monde est en Inde, avec des fermes très petites sur un plan général,
très diversifiée, avec du coton, du soja, des plantes aromatiques, du thé, et une organisation coopérative en liaison assez souvent avec des organisations européennes qui cherchent à développer des flux de commerce fondés sur le bio et l'équitable qu'on retrouve dans les marchés d'Europe. Il s'agit la plupart du temps de productions que nous n'avons pas sur nos territoires. Donc une évolution dans toutes les zones avec une importance du tissu social dans les pays d'Afrique et d'Asie. Au cours des 2 dernières années, quels sont les pays pour lesquels l'augmentation de la production, des surfaces, a été la plus forte? Nous le faisons sur une base objective, et non pas parce que la France est en première position, mais après avoir tant décrié le retard de la France, bon, c'est quand même sympathique de voir l'expression de ce grand dynamisme que nous avons depuis 5 ans en particulier, avec une augmentation de 300 000 hectares en 2 ans. Devant l'Espagne qui continue son envolée, la Pologne également, le Canada qui est dans une situation un petit peu particulière avec un recensement agricole qui a permis de mieux identifier les surfaces bio et des très grands contrastes d'un État à l'autre. Pour ce qui concerne la Chine et l'Inde, nous sommes dans une phase d'organisation renforcée. En 2010, il y a eu une baisse très significative de nombre de fermes bio dans ces 2 grands territoires, en liaison du renforcement du dispositif de certification et de la mise en œuvre d'un dispositif de traçabilité qui visait à donc rendre encore plus rigoureux le dispositif. Et donc, concrètement, ça s'est traduit par un renoncement à la certification pour nombre de producteurs, en particulier en Inde, et ce d'autant plus que le gouvernement fédéral ne prenait plus en charge les frais de certification. Donc tout cela dans un contexte où il y a eu quelques problèmes de contamination par les OGM, contamination avec des traces de pesticides. Donc il y a eu donc une remise sur les rails d'un nouveau dispositif qui s'est traduit par cette période de difficulté pour les agriculteurs concrètement. Le dispositif rentre dans son régime de croisière et on constate que, de nouveau, on a des agriculteurs qui ont choisi la certification, ce qui est heureux, puisque notamment pour ce qui concerne le coton, il y a une demande mondiale très forte, il y a un besoin de cette production, un besoin pour eux et un besoin pour eux. Des surfaces pour protéger l'environnement, c'est quand même un bon indicateur de ce point de vue-là, donc on ne néglige pas, mais ce n'est pas le seul indicateur. Des surfaces qui ont vocation à porter des productions, à générer de l'activité économique, de la valeur ajoutée, de l'emploi réparti sur les territoires. À cet égard, la situation est très contrastée d'un pays de l'Union européenne à l'autre, nous allons y revenir, mais sur un plan général, quelques repères en ce qui concerne la consommation. En 12 ans, donc à partir de 2000, la consommation mondiale de produits bio a plus que quadruplé. Donc on a bien une évolution du point de vue de la production et de la consommation, et c'est heureux, c'est le test de cohérence en quelque sorte, avec donc 93% de la consommation en Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis. 45% de la consommation mondiale de produits bio sont effectués aux États-Unis, et en Europe, 44%. On voit, au fil des années, arriver les nouvelles zones, l'Asie et l'Amérique latine. Surtout l'Asie, et ça c'est le phénomène des grandes villes, c'est aussi le phénomène de la Chine, où nous observons une demande très forte, qui est liée évidemment à la pression des pollutions qui se traduit par une demande forte de produits verts et de produits bio, au contre-coup en quelque sorte de tous les accidents sanitaires qu'il y a pu y avoir dans le domaine alimentaire, qui renforce l'intérêt des consommateurs pour les produits bio. Donc clairement, il y a une augmentation de la consommation au cours de ces 2 dernières années, et tout le monde s'attend à ce qu'il y ait pour le moins une augmentation de 20 à 30% chaque année de la consommation de produits bio en Chine. En réalité,
c'est probablement un minimum. Donc ça, c'est très distinctif des évolutions de la période récente. Aux États-Unis, il en est de même, si ce n'est que c'est un mouvement très progressif, solide, régulier. Les produits alimentaires bio représentent désormais 4,2% de la consommation alimentaire nationale, avec des performances fortes pour ce qui concerne les fruits et légumes, qui vont bien au-delà des 4,2% que l'on observe en moyenne, car à l'image de ce qu'on observe dans tous les pays du monde, il y a une prédominance de la consommation de produits frais, les fruits et légumes, les produits laitiers en particulier, même si les taux de croissance sont très élevés pour les produits élaborés. Il n'en demeure pas moins que, si on considère la diète, il y a un intérêt très fort pour les produits bio, frais et de saison, et aussi un intérêt pour l'évolution des habitudes alimentaires et du mode de consommation, avec le retour un peu de la cuisine, ce qui illustre ce que le ministre a dit tout à l'heure avec la conception de l'alimentation. Ça participe de l'évolution de la consommation et on l'observe très nettement. Pour ce qui concerne l'Union européenne, donc près de 10 millions d'hectares cultivés en bio par plus de 237 000 fermes en 2011, 26% des surfaces mondiales et 13% des fermes. Donc un positionnement relatif qui est relativement stable au cours des 10 dernières années. Les 2/3 des surfaces bio dans les plus grands pays agricoles, donc en relation avec les territoires, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Autriche. Deux fortes différences d'une région à l'autre. Alors ça, c'est très important de toujours le garder en mémoire. La part de l'agriculture bio est très différente d'un pays à l'autre. Certains pays pour lesquels, depuis déjà longtemps, ça a dépassé les 10%. Mais à l'intérieur des pays, et ça c'est une constante, il y a des zones où on peut aller jusqu'à 45%, c'est le cas en Autriche de la Styrie. Dans le Brandebourg-Poméranie orientale, si je ne me trompe pas, c'est 10%. On va aussi avoir des lenders comme la Saxe, la Basse-Saxe, je pars sous le contrôle de M. Yann Plage, qui va intervenir cet après-midi, pour lesquels la part de la bio est plus modeste. Parce qu'il y a des fondamentaux qui expliquent ces différences à l'intérieur des pays. Et c'est important de bien garder en mémoire qu'au-delà de la réglementation européenne, au-delà de la politique publique qui donne le même environnement à l'ensemble des exploitations, eh bien, il y a des territoires qui ont besoin de se donner un nouvel avenir, des territoires pour lesquels il y a des gens qui ont une vitalité extraordinaire, qui sont visionnaires et qui prennent le pari de l'évolution. Et dans ces territoires, eh bien, on a une impulsion très forte qui se retrouve plus ou moins facilitée par l'environnement juridique et économique, mais qui aboutit à ces performances d'exception. Et à l'inverse, dans certains territoires, on a des freins structurels, et parfois c'est le foncier. Et quand j'analyse modestement, c'est pour introduire le débat de l'après-midi, ce qui se passe en Allemagne, il me semble que dans les freins au développement de l'agriculture biologique dans certains lenders, la question foncière est importante. Donc, c'est pour illustrer, c'est les analyses que nous mettons tous ensemble pour identifier les freins à lever, les forces à développer et se donner des perspectives communes. Le marché a dépassé maintenant 20 milliards d'euros. Les 7/10 des achats de produits bio sont effectués dans 4 pays, l'Allemagne et la France, qui représentent désormais la moitié de la consommation alimentaire bio dans l'Union européenne, l'Italie et le Royaume-Uni, qui ont une place importante, avec des initiatives multiples et des évolutions contrastées suivant les périodes, en particulier s'agissant du Royaume-Uni. Des objectifs et des plans d'action qui sont plus ou moins formalisés, plus ou moins développés selon les pays et les époques. Mais régulièrement, à un moment donné, on se pose pour essayer de se dire quelles ambitions pour demain, et avec l'émergence d'indicateurs. Ça commence souvent par les indicateurs en termes de surface, pour au fil des années évoluer par les indicateurs en termes de consommation, avec une importance de la restauration collective. Donc, illustration de ce que je disais à l'instant,
dans toutes les régions d'Europe des différences, et des différences à l'intérieur des pays qui sont largement aussi importantes que les différences entre pays. Le marché qui a beaucoup évolué au cours de la période, avec donc le marché allemand en première position, qui indique la voie, 1 milliard d'euros de plus en 2 ans, de 2010 à 2012, dans un contexte économique qui n'était pas des plus faciles pour nous tous. Donc ça c'est très significatif. Une place de la consommation bio dans la consommation alimentaire nationale qui est très différente d'un pays à l'autre. Pour citer quelques performances, le Danemark et l'Autriche se distinguent à cet égard, puisque en moyenne, tous secteurs de produits confondus, les achats de produits bio ont dépassé 6% dans ces 2 pays. Même au Danemark, ça approche les 8%. Donc ça montre bien qu'il y a du potentiel, et pour certains produits, les scores sont tout à fait remarquables. Ne citons qu'un exemple, au Danemark, 10% du lait produit est bio, 30% du lait consommé est bio. Donc c'est dire à quel point on peut avoir donc un intérêt fort pour les produits dès lors qu'ils sont offerts aux consommateurs et qu'on les trouve partout. Parce que ça a bien été la stratégie danoise avec c'est vrai, une conscience environnementale très importante dans ce pays-là qui conduit les parents et les grands-parents à vouloir toujours donner ce qu'il y a mieux à leurs enfants, et c'est la raison pour laquelle les petits déjeuners pour les enfants sont bio au Danemark avec le lait et les flocons d'avoine pour lesquels là aussi la part dans la consommation nationale est très importante en bio. C'est une illustration, on pourrait en trouver d'autres, juste pour faire un clin d'œil avec l'après-midi, pour ce qui concerne l'Allemagne, donc qui ouvre la voie, qui est en pointe, pour lesquels la consommation de produits bio représente en moyenne sur l'ensemble du territoire 4%, il y a des expériences tout à fait fabuleuses. Je n'en citerai qu'une, c'est en Bavière, avec donc cette boulangerie qui s'appelle la Hopfisterei, pardonnez mon accent, et qui aujourd'hui donc a développé un réseau de magasins qui est très important à Munich et qui développe aussi à Nuremberg et à Berlin petit à petit. Et donc, si j'ai bien compris, 36% de la consommation de pain à Munich est bio, sont bio. 36%. La consommation de pain à Munich est pour les 2 tiers constituée de pain bio. Tout ça parce qu'il y a cette boulangerie qui, dans les années 70, a choisi de prendre le virage consolidé de la qualité, a développé des partenariats avec un moulin, avec des agriculteurs bio, qui sont pour l'essentiel, si j'ai bien compris, dans une autre organisation que celle que vous présidez, et qui, donc, ensemble, ont développé un partenariat sur la base de la transparence, de la diversité et de la qualité. Et donc, ils séduisent tout le monde. Ça montre bien que les produits bio intéressent. C'est un exemple parmi tous les exemples possibles. En France, le développement de marché se poursuit. Il est évalué pour l'année 2012 de l'ordre de 4,1 milliards d'euros en intégrant les achats de produits bio pour la restauration collective, une augmentation de 5% en 2012 par rapport à l'année 2011. Dans le contexte que nous connaissons, c'est tout à fait significatif. Quelques événements relevés au cours de la dernière période, sans chercher du tout à l'exhaustivité, bien sûr, vu la richesse des événements qui se passent dans l'ensemble des pays d'Europe. Donc, au-delà des performances allemandes, qui sont vraiment remarquables, notons aussi la poursuite du développement de la consommation de produits bio de manière très forte dans les pays d'Europe du Nord, avec une croissance à 2 chiffres en Finlande, en Suède, au Danemark. En Finlande, de toute façon, le marché a doublé en 2 ans. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a 5-6 ans, on nous disait « Oh, vous n'y pensez pas, les Finlandais sont très attachés à leurs produits, dès lors que c'est finlandais, c'est bon, ils n'ont pas besoin de signes distinctifs supplémentaires, non, la bio, ça n'a pas d'avenir en Finlande. » Eh bien non, finalement, il y a un mouvement en profondeur, il y a un intérêt en profondeur, et ça bouge partout. Pour ce qui concerne
le marché, aussi la diversification des circuits de distribution. Donc ça, c'est essentiel. Donc la situation de départ est très contrastée suivant les pays d'Europe. Il y a des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, pour lesquels il y a une grande diversité de circuits de distribution, avec les supermarchés, les magasins spécialisés, la vente directe sous tous ces états, des initiatives de magasins de producteurs. Et puis il y a d'autres pays pour lesquels les supermarchés dominent très largement, y compris l'Autriche, pour lesquels la consommation bio est très développée. C'est la raison pour laquelle on a un invité cet après-midi qui va nous raconter comment, dans un pays où la distribution passe avant tout par les supermarchés, on peut arriver à une telle performance. Donc ce qui montre que rien n'est bloqué, ça dépend de la manière dont on agit. Il y a le Royaume-Uni pour lequel 85% des ventes en moyenne sont effectuées en grande distribution, mais ça va très loin dans certaines familles de produits, comme le lait, où c'est 99%. Donc là, évidemment, il y a intérêt à ce que les gens y croient, sinon le marché va décroître. Et c'est bien ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années. À l'évidence, quand la crise est arrivée, au Royaume-Uni, on n'a pas cru à la perspective de développement durable de la consommation bio. Il y a eu immédiatement des déréférencements dans les magasins. Si on n'a pas les produits qui sont offerts, on ne risque pas de développer la consommation. Et aujourd'hui, le constat est fait que malgré ce contexte de crise, les consommateurs étaient intéressés, puisqu'il y a des systèmes de vente avec ce qu'on appelle les biobox, c'est une expression qui sûrement vient de l'Italie, mais ce système a pris de l'ampleur, et à tel point qu'il y a des restaurateurs qui ont développé aussi quelques réseaux pour offrir des produits bio, parce qu'il y avait des défaillances par ailleurs. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a de nouveau des référencements de produits bio dans les magasins, et les experts de la Soy Association escomptent une augmentation de 5% dans les années qui viennent. Donc modeste, mais dès lors que c'est régulier, ça va permettre de changer le paradigme. Donc ça, c'est très important. La diversification des circuits de distribution est une nécessité sociale, un atout pour permettre aux consommateurs d'être satisfaits partout, un atout pour éviter la vulnérabilité aux centres de décision lorsqu'ils sont trop peu nombreux. Et on l'observe également dans les pays d'Europe de l'Est. Dans les pays d'Europe de l'Est où il y a des surfaces bio qui se sont largement développées, des chaînes alimentaires qui ont encore tout leur avenir devant elles, donc avec très peu d'acteurs pour gérer la logistique, la transformation. Donc évidemment, ces surfaces bio portent peu de production labellisée, enfin mise sur le marché avec le label bio. Et c'est par des initiatives citoyennes et de proximité que petit à petit le marché est en train de se constituer. Et c'est ce qu'on observe notamment en Pologne avec des magasins spécialisés, des petits magasins spécialisés qui se créent, des petits magasins de producteurs, des supermarchés qui commencent à mettre des produits bio. Et ça, c'est très important. Et il me semble repérer c'est le moment du changement dans ce pays, parce que nous avons vu en 2012 la création, le lancement d'un cluster bio dans le sud-est de la Pologne avec 7 partenaires. Un partenaire du secteur de la recherche, 6 partenaires professionnels des entreprises qui, ensemble, veulent essayer de construire un système cohérent pour aboutir au développement de la production et de la consommation. Pour ce qui concerne la restauration hors domicile, M. le ministre a largement développé, c'est évidemment une question importante dans l'ensemble des pays d'Europe. Il y a des pays qui, depuis très longtemps, ont décidé d'avoir des objectifs ambitieux. Le Danemark est l'un d'entre eux, et probablement le premier. Probablement, on n'est pas là pour donner des bons points, mais dès 1997, le gouvernement avait adopté un plan et avait créé un fonds pour le développement des produits bio en restauration collective. Dans les années 2000, il y a eu le lancement des cités vertes, les Green Cities, avec tout un programme d'engagement pour l'introduction progressive des produits bio. Et au fil des années, ils n'ont cessé de conforter les objectifs, même s'ils sont formalisés de manière différente et adaptée, avec une certaine flexibilité. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est 60% d'ingrédients bio dans les restaurants publics d'ici 2020. Et il y a déjà des villes qui ouvrent la voie, il y a notamment Roskilde, il y a 95% d'ingrédients bio. Vous allez me dire, dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi de telles performances, y compris en France. Nous avons des communes plus ou moins importantes qui ont déjà 100% de produits bio. Donc c'est un mouvement qui
transversale à l'ensemble des pays. Mais là, il y a un objectif qui fait l'objet d'une appropriation générale. Notre initiative est remarquable, c'est la création de la marque Organique Cuisine en 2009. Donc cette marque vise à encourager tous les établissements de restauration, collective et commerciale, à introduire des produits bio en les distinguant. Donc ils ont un système de bronze, dans le contexte du Conseil général agricole c'est amusant, du concours général agricole c'est amusant, il y a aussi le bronze, l'argent et l'or. Alors, vous aurez le bronze si vous introduisez de 30 à 60% d'ingrédients bio. Vous aurez l'argent si vous introduisez de 60 à 90%. Et vous aurez l'or si vous êtes au-delà de 90%. Et il y a 343 établissements qui ont bénéficié des médailles, plus de 40 pour l'or, et le mouvement est engagé. Donc aujourd'hui, les invités danois que nous avons cherché à inviter ont décliné cette proposition parce qu'il y a un grand salon au Danemark et que cette question de l'engagement de la bio dans la restauration collective est au centre des discussions au même moment ce jour. Donc c'est pour plus tard le partage en direct avec des experts danois de cette démarche qui est très intéressante et qui a été créée par le ministère de l'Agriculture. En Suède, également, des objectifs ambitieux, au moins 25% de produits bio d'ici fin 2013, avec le pragmatisme des pays du Nord, puisque cet objectif de 25% en réalité, dans un premier temps, avait été prévu pour 2010. Bon, il n'est pas encore atteint, puisque actuellement on est à un peu plus de 17%. On a un peu reculé l'échéance dans le temps, mais on maintient le cap et on se donne les moyens d'atteindre l'objectif. En Italie, nous avons un invité d'exception, donc on va lui laisser présenter la situation, mais nous sommes très curieux de l'impact de ce nouveau plan d'action national pour les achats écologiques dans la commande publique. L'Italie ouvre la voie avec l'élargissement à d'autres produits que les produits alimentaires de cette ambition pour une évolution de la commande publique. Et c'est un grand privilège de pouvoir partager cette expérience avec Andrea Ferrante, qui nous parlera sans doute aussi de la Cité de l'autre économie, autre initiative très forte qui a caractérisé la période récente. En France, nous avons aussi beaucoup d'actions publiques et professionnelles. Certaines peuvent être retrouvées d'ailleurs sur le site restaurationbio.org, un des sites parmi les nombreux qui existent en la matière, parce qu'il y a de plus en plus d'engagement pour l'introduction de produits bio et local, et avec, dans certains cas, des expériences qui font ressortir que finalement c'est beaucoup plus simple d'introduire des produits bio. Donc ça c'est l'expérience de Saint-Étienne à laquelle j'apporte un écho, et Marseille n'en est pas loin. Mais ça c'est des exemples parmi la masse des exemples possibles. Et au Royaume-Uni, Food for Life. Alors Food for Life, nature un petit peu différente. Socialement, c'est intéressant de constater que l'initiative prise par une organisation bio concerne les produits frais et les produits de saison, avec plusieurs niveaux. Là encore, le bronze, l'argent et l'or. On commence par produits frais de saison, et puis on va vers produits bio. Et l'or, c'est quand il y a une forte proportion de produits bio. Tout cela pour dire que l'agriculture biologique participe de la dynamique générale vers une meilleure alimentation diversifiée, avec aussi à la clé l'emploi et l'éducation. Donc de nombreuses initiatives innovantes, et tout cela grâce à des acteurs qui nous aident à faire vivre des territoires et permettent d'apporter aux consommateurs une grande diversité de produits. Voilà, non, ça c'est pour tout à l'heure. Donc je vous remercie de votre attention, et sans plus attendre, je vais inviter Madame Nadia Elchianaba à venir me rejoindre, ainsi que Monsieur Onofre, s'il vous plaît.